Nouvelle technologie, André Lezecroc-Pietri, dans le cadre des polémiques sur les incidents au Stade de France. Vous avez choisi de revenir sur l'usage de la reconnaissance faciale, de plus en plus. Alors c'est un peu un sujet tabou, la reco faciale, parce que ça touche à la vie privée et c'est aussi parfois souvent associé à la surveillance de masse. Oui Dimitri, et c'est tout le sens de nos chroniques. Je suis vraiment convaincu qu'il faut que le plus grand nombre se saisisse de ces enjeux de technologie centrales dans nos vies et comprenne comment ça marche, parce que notre société doit pouvoir décider collectivement de ce qu'elle veut, à la fois pour utiliser la science et la technologie comme un outil de progrès et éviter que ça soit décidé à l'ombre d'un bureau ou dans les recoins d'un texte législatif. Alors où en est-on en France en matière de reconnaissance faciale? Alors la vision par ordinateur, c'est l'un des domaines les plus actifs en informatique. C'est un ordinateur qui identifie automatiquement une personne au moyen d'images numériques de son visage. Les systèmes de reconnaissance faciale sont largement utilisés dans les domaines de la vidéosurveillance, par exemple pour rechercher des suspects dans les aéroports, contrôler l'accès à des zones restreintes, mais aussi de plus en plus dans le commerce pour payer ses achats, pour déloquer votre téléphone ou pour même prédire votre comportement. Et les leaders de la reconnaissance faciale sont la plupart du temps américains ou chinois, mais l'Europe reste un acteur important en termes de technologie. Par contre, un chiffre qui fait frémir, on estime qu'il y a à peu près 500 millions de caméras de surveillance en Chine. Wow. C'est presque une caméra pour 2,5 habitants. À titre de comparaison, à Londres, qui est connue pour être une ville extrêmement surveillée, il y a 7 caméras pour 100 habitants, et la deuxième, c'est 1% à Berlin, qui est, aux surprises, la deuxième métropole la plus surveillée d'Europe. Alors, techniquement, comment ça marche la reconnaissance faciale? Mais il y a 4 étapes. Un algorithme détecte et comprend votre visage. D'abord, il détecte celui-là, il l'analyse, il convertit l'image en données et il recherche des correspondances. Il y a d'immenses progrès qui ont été faits depuis les travaux de la DARPA dans les années 80. Les améliorations sont essentiellement dues aux techniques d'intelligence artificielle, notamment ce qu'on appelle les réseaux neuronaux convolutifs profonds, qui en fait simulent le fonctionnement de votre cerveau et qui vont traiter plusieurs couches d'abstraction des données pour identifier des modèles de visage. Et enfin, il y a un progrès matériel, il y a beaucoup plus d'images à disposition. Oui. On estime qu'on a progressé d'un facteur 100 entre 2010 et 2020. Mais alors, la frontière éthique maintenant, où est-ce qu'elle se situe, André? Alors, de nombreux algorithmes présentent des biais ratios. On a vu notamment avec le meurtre de George Floyd. Ça veut dire qu'en fait, elle est incapable de distinguer deux visages noirs, alors qu'elle le fait très bien pour des visages blancs. En fait, ça dépend beaucoup de la base de données que vous utilisez au départ, et donc c'est pour ça qu'il faut une très grande diversité, ce qui n'était pas le cas au début. Et donc il y a une prise de conscience des effets néfastes d'une mauvaise identification. Pour résoudre ce problème, voilà, on montre que des algorithmes plus performants et des groupes démographiques plus diversifiés font vraiment des progrès. L'Europe entend agir par la réglementation. Elle entend interdire l'identification en temps réel dans les lieux accessibles au public. Bon, et enfin, il faut surtout pas tout jeter, parce que la reconnaissance faciale pourrait aider à lutter contre la fraude à l'identité, qui va se multiplier dans ce siècle digital et va surtout toucher les couches les plus défavorisées de la population. Donc la biométrie peut être dans ce cas protectrice de l'identité personnelle. Et les frontières technologiques maintenant? Alors, on a aujourd'hui beaucoup de logiciels qui ne parviennent pas encore à fournir des résultats satisfaisants, notamment quand on utilise ça pour surveiller un visage dans une foule ou dans un aéroport. Oui. Il y a une étude récente qui montrait que l'analyse d'un flux de voitures avec des gens qui étaient masqués pendant la pandémie aboutissait à une reconnaissance proche de zéro. Alors les ordinateurs quantiques pourraient aider l'IA dans ce qu'on appelle les modèles génératifs, c'est-à-dire générer des modèles et un très grand nombre de données, même synthétiques, qui permet d'avoir une plus grande diversité et une plus grande qualité des images. Nous, on travaille de notre côté à pousser les recherches sur une reconnaissance faciale qui ne serait pas centralisée, pour éviter justement que quelqu'un utilise cette base de données soit de manière accidentelle, qu'elle soit hackée, soit au contraire pour de la surveillance de masse, comme on voit ça en Chine. Donc vraiment, on est aux frontières de la technologie sur un sujet éminemment politique. Ouais. C'est à nous, les Français et Européens, de ne pas se laisser guider par des systèmes qui viennent d'ailleurs, qui ne suivent pas nos valeurs, et vraiment d'inventer le futur qui nous corresponde. Passionnant. Merci beaucoup, André Lezecroc-Pietri. Vos chroniques, évidemment, à retrouver sur l'appli Europe 1, europe1.fr.